Ma belle-mère m'a expulsé de la maison 3 jours après le mariage de ma belle-sœur. Elle m'a dit que puisque je gagnais un salaire élevé, je pouvais louer mon propre appartement. Je suis parti le soir même et j'ai annulé l'aide financière mensuelle. Ma belle famille est devenue folle, m'appelant 352 fois. Je raconte mon histoire en guise de rappel à ces femmes qui s'efforcent de soutenir une famille entière pour finalement être expulsées de la maison qu'elles paient elles-mêmes. Cela semble illogique, mais c'est ce qui m'est arrivé. J'ai 32 ans. Je suis employé de bureau. Je gagne 2800 € par mois. Je pensais que ma position était sûre, mais il s'est avéré que je n'étais que la machine à sous de ma belle famille. Ce soir-là, après avoir quitté le travail, je ne pensais qu'à préparer un dîner tranquille pour tout le monde. Sans avoir changé mes vêtements de bureau, portant toujours mes talons, je me suis assise sur le canapé du salon avec une tasse de thé chaud. Mais avec quelques mots de Doña Carmen, ma belle-mère, toute ma vie a semblé sombrer. Écoute, Nuria, pour être direct. À la fin du mois, tu dois déménager et t'installer seule, m'a-t-elle dit. Elle a dit cela avec un calme étonnant, épluchant une orange comme si nous parlions d'acheter des légumes au marché. J'étais stupéfaite. Qu'est-ce que tu veux dire, maman? À côté d'elle se trouvait ma belle-sœur Clara, qui s'était mariée juste 3 jours auparavant. Elle sentait encore sa robe de mariée et son rouge à lèvres était frais et éclatant. Clara, vêtue de vêtements de marque, caressait ses ongles peints et hochait légèrement la tête avec un sourire dédaigneux. Ce que maman a dit, a ajouté ma belle-mère calmement. Nous avons 4 chambres dans la maison. À partir de maintenant, Clara et son mari, Marcos, viendront vivre ici fréquemment. Tu ne voudras pas qu'ils dorment sur le canapé. Tu gagnes presque 3000 € par mois. Louer un appartement d'une chambre ne sera pas difficile pour toi. C'est plus pratique pour toi d'être proche du travail. Cette phrase m'a frappé de plein fouet. Depuis que je me suis marié, l'hypothèque de cette maison était prélevée mensuellement sur mon compte. L'argent pour les rénovations, les meubles du réfrigérateur au canapé sur lequel j'étais assise, tout était le fruit de mes économies, gagnées à la sueur de mon front, et maintenant ma belle-mère me demandait de partir pour sa propre commodité. J'ai pris une grande inspiration, essayant de rester calme. Maman, Adriane et moi avons acheté cette maison ensemble. Je paie la moitié de l'hypothèque chaque mois. Mon nom est également sur le contrat bancaire. Comment peux-tu me demander de partir, Adriane? Mon mari était assis en face de moi, les yeux rivés sur son téléphone, faisant semblant de ne rien entendre ni voir. Je me suis tourné vers lui, espérant qu'il dirait quelque chose pour ma défense, mais il a juste marmonné, « Nuria, pourquoi ne déménages-tu pas pendant un certain temps? Avec ton salaire, tu peux louer quelque chose près du travail. Nous y réfléchirons plus tard. » Entendre l'expression « plus tard » m'a donné un frisson dans le dos. Plus tard, quand? Après que ma belle-sœur aura accouché? Après que la famille aura besoin de plus d'argent? Ou après que je sois épuisé et fauché? J'ai fixé ma belle-mère. Maman, il y a 3 ans. Quand nous nous sommes mariés, tu as dit que la famille était en difficulté. J'ai accepté de ne pas demander de dot et j'ai même donné 10 000 € pour rénover la maison. Tu as aussi dit que les papiers de la propriété seraient au nom d'Adriane pour simplifier les choses. Tu m'as dit que j'étais comme une fille pour toi. Maintenant, tu me demandes de partir. Que suis-je donc dans cette maison? Ma belle-mère a levé le menton, la voix tranchante. Ne te plains pas. J'ai acheté cette maison il y a longtemps, et le nom d'Adriane est correct. Tu as vécu ici sans payer un centime. Je ne t'ai jamais fait payer de loyer. Maintenant, je te demande de louer un appartement. Je ne te jette pas dehors. Tu gagnes 2800 €. Un appartement pour 400 € ou 500 €, ce n'est rien de spécial. Nous sommes très à l'étroit ici, et Clara et Marcos doivent avoir des enfants pour que je puisse m'en occuper. Clara, assise à côté d'elle, a ajouté d'une voix douce mais acérée, « Nuria, mes parents ont acheté cette maison avant. Adriane est le propriétaire enregistré. Tu es arrivée comme belle-fille. Tu fais partie de la famille, mais je ne peux pas aller travailler et être enceinte sans un endroit où vivre. C'est plus facile pour toi de faire le trajet si tu es proche du bureau. » J'ai dit amèrement, « Et qui a payé l'hypothèque ces 3 dernières années? Regarde le relevé bancaire et tu verras mon nom. L'argent pour les rénovations et chaque meuble de cette maison, d'où penses-tu qu'ils viennent? » Clara a haussé les épaules. Je me suis tourné vers Adriane,
m'accrochant à mon dernier espoir. Dis-le-moi clairement, Adriane, à qui appartient cette maison? Est-ce à nous deux ou juste à toi et à ta mère? Adriane a évité mon regard, mal à l'aise. La maison est à mon nom, mais ma mère l'a achetée en premier. Dire cela est injuste envers elle. De toute façon, nous sommes un couple, les biens sont partagés. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine. Je m'effondrais. Il s'avère que pendant 3 ans, tout ce que j'ai contribué n'a servi qu'à entretenir la maison de quelqu'un d'autre. J'étais toujours une étrangère qui pouvait être expulsée à tout moment. J'ai fixé ma belle-mère, articulant chaque mot clairement. Si je quitte cette maison à partir d'aujourd'hui, je ne paierai plus un seul centime. Ni l'hypothèque, ni les dépenses ménagères, ni l'argent de poche de ma belle-sœur, ni ta pension alimentaire. Je ne paierai plus rien. Ma belle-mère a souri avec dédain. Penses-tu que nous allons mourir de faim sans ton argent? Ne sois pas si arrogante. L'argent que tu gagnes est aussi grâce à cette famille. Si tu n'avais pas épousé Adriane, penses-tu que tu aurais pu acheter cette maison? Clara a ri, intervenant à son tour. Nuria, ne pense pas que 2800 €, c'est beaucoup. Sans Adriane, tu ne serais pas là où tu es maintenant. Ne t'énerve pas autant, sinon nous ne nous verrons presque jamais. Je n'ai plus discuté, je me suis simplement levé. Silence. Soudain, mon esprit s'est éclairci. Les paroles douces du jour de notre mariage, je te considère comme ma fille, cette maison sera la tienne à l'avenir, résonnaient maintenant comme des cordes se serrant autour de mon cou. Cette nuit-là, j'ai traîné ma seule valise au milieu du salon. Après des années en tant que belle-fille, mes effets personnels étaient tristement peu nombreux. Quelques vêtements de bureau, quelques livres, 2 rouges à lèvres. Tout le reste, des rideaux au lit et aux armoires, je l'avais payé, mais je ne pouvais pas l'emporter avec moi. Adriane s'est appuyée contre le cadre de la porte, la voix lasse. Je me suis tourné pour le regarder droit dans les yeux. Réponds-moi honnêtement. Me considères-tu comme ta femme, ta partenaire, ou juste comme la personne qui paie les factures? Ah. Adriane est resté silencieux. Ce silence était la réponse la plus claire. J'ai sorti ma valise de cette maison, descendant les escaliers avec une étrange légèreté. Je n'avais plus l'impression d'eux. Ils ne me jetaient pas dehors, mais je m'échappais enfin d'une cage dorée brillante, mais étouffante. Cette nuit-là, j'ai loué une petite chambre près de mon bureau. Je me suis allongé sur ce lit étranger, incapable de m'endormir. La première chose que j'ai faite a été d'ouvrir l'application bancaire sur mon téléphone et d'annuler tous les virements automatiques mensuels, le paiement de l'hypothèque, l'argent de ma belle-mère, l'argent de ma belle-sœur, le paiement de la voiture d'Adriane. Chaque ligne d'annulation réussie apparaissait. Je ressentais de la douleur et du soulagement en même temps. Ensuite, j'ai appelé un numéro que je n'avais pas composé depuis longtemps, celui de Laetitia, mon avocate de l'université. Laetitia, c'est Nuria. J'ai besoin de parler de divorce et de partage des biens. Après avoir raccroché, je suis resté près de la fenêtre à regarder les lumières jaunes de la ville. 3 ans de mariage et aujourd'hui était la première fois que je me sentais vraiment lucide. Le lendemain, l'alarme a sonné, mais pas pour me lever tôt afin de cuisiner pour la famille de mon mari. J'ai sauté du lit dans ma petite chambre louée. La lumière du soleil s'infiltrait par la minuscule fenêtre. De la poussière flottait dans l'air, mais je me sentais plus soulagé que jamais. Je me suis préparé un café rapide et je me suis habillé pour le travail. Alors que j'entrais dans le bureau, ma jeune assistante, Andrea, m'a regardé avec surprise. Nuria, tu as l'air différente aujourd'hui. Quoi? As-tu de bonnes nouvelles? J'ai souri de manière évasive. Rien, juste qu'à partir d'aujourd'hui, j'ai décidé d'arrêter d'être le distributeur automatique des autres. Andrea n'a pas compris, elle m'a juste souri. Je ne lui ai pas donné d'explications supplémentaires non plus, j'avais des choses plus importantes à faire. À 10 heures, j'ai demandé la permission de partir un moment et je suis allé directement à la succursale bancaire où j'avais mon compte. Antonio, le gestionnaire de compte qui me connaissait bien, m'a regardé bizarrement. Nuria, tu es très occupée. Cela fait longtemps que je ne t'ai pas vue. Je me suis assise, serrant mes mains pour calmer mon tremblement. Antonio est devenu sérieux, son sourire habituel ayant disparu. Est-ce que cela a un rapport avec un litige, Nuria? J'ai hoché la tête. Oui,
j'ai besoin de documenter tout ce que j'ai investi dans cette maison et pour ma belle famille. Je ne veux pas aller au tribunal uniquement sur ma parole. » L'imprimante a vrombi. Page après page, elle sortait, s'empilant en une pile épaisse. Je tenais la pile de papier, sentant un frisson me parcourir les mains. L'hypothèque chaque mois, 300 € pour ma belle-mère pour les dépenses quotidiennes, 200 € pour Clara pour ses dépenses personnelles, plusieurs transferts de 1000 € ou 2000 € à Adriane pour rembourser des dettes, réparer la voiture ou investir dans des entreprises. En 3 ans, j'avais injecté plus de 50 000 € dans la maison de mon mari. Je me suis moqué de moi-même. Il s'est avéré que je n'étais pas une belle fille, j'étais une banque ambulante. En quittant la banque, je suis allé directement au bureau de Laetitia. Devant moi se trouvait une femme de quelques années de plus que moi, les cheveux tirés en arrière et des yeux perçants mais chaleureux. Elle a écouté toute mon histoire, du jour du mariage sans dot à l'argent pour les rénovations, jusqu'à l'expulsion par manque d'espace. En le racontant, je me sentais en colère et honteuse. Honteuse d'avoir été si naïve. Laetitia a demandé clairement à quel nom est la maison. Elle est au nom d'Adriane, mais mon nom est sur le contrat d'hypothèque, et la plupart des paiements pendant 3 ans provenaient de mon compte. Voici les relevés. Je lui ai tendu la pile de papier. Laetitia les a examinés en hochant la tête. En principe, une maison achetée avant le mariage au nom d'Adriane est considérée comme un bien propre. Mais si tu peux prouver que tu as contribué financièrement avant de te marier ou que tu as payé la majeure partie de l'hypothèque par la suite, il y a matière à réclamer une part. Si les meubles et les rénovations sont sortis de ta propre poche, c'est encore mieux. J'ai soupiré. J'ai été stupide. Je lui ai fait confiance. Je pensais que la maison de mon mari serait ma maison. Je ne m'attendais pas à ce qu'il te jette dehors comme une étrangère, a terminé Laetitia. Elle m'a regardé calmement. Nuria, ton erreur n'était pas de faire confiance. Quand on se marie, on veut croire qu'on a bien choisi. Ton erreur a été de ne pas te protéger, mais se réveiller maintenant est encore possible. Tu as un emploi stable, la santé et une famille. Crois-moi, il y a des gens bien plus mal lotis que toi. Que dois-je faire maintenant, ai-je demandé. Premièrement, ne transfère plus un centime à la famille de ton mari. Deuxièmement, rassemble toutes les preuves, relevés bancaires, factures de rénovation, contrats de prêt. Troisièmement, pour l'instant, ne fais pas d'esclandre, laisse-les penser que tu es faible. Quand nous demanderons le divorce et le partage des biens, nous irons directement au tribunal. Quant au fait qu'il t'ait jeté de la maison, Laetitia a haussé les épaules. Ce ne sont que des paroles. Nous n'avons aucun enregistrement. Mais cela n'a pas d'importance. Ce comportement est un détail mineur pour le juge. Le plus important, c'est l'argent et la propriété. Je suis restée silencieuse un moment. Laetitia, vais-je vraiment divorcer? Veux-tu revenir, m'a-t-elle demandé. Je suis restée silencieuse. Je me souvenais d'Adriane baissant la tête quand sa mère m'avait demandé de partir. Je me souvenais de son indifférence alors que je payais tout sans qu'il ne me demande jamais si j'étais fatiguée. Je me souvenais des 352 appels manqués hier soir quand j'avais éteint mon téléphone. Finalement, j'ai secoué la tête. Je ne veux pas vivre un jour de plus dans cette maison. Alors tu dois être forte. Le divorce n'est pas un échec. C'est s'arrêter avant qu'il ne détruise ta dignité. Je t'aiderai, mais la partie la plus difficile t'appartient. Tu dois être ferme. Fais-le pour toi. Vas-y, fais ce que tu as à faire. J'accepte. Cet après-midi-là, quand je suis retourné au bureau, mon téléphone a vibré sans arrêt. D'abord Adriane, puis ma belle-mère, puis des numéros inconnus, puis des parents de mon mari et des gens dont je ne me souvenais même pas des noms. Pourquoi as-tu fait tant d'histoires en déménageant comme ça? Reviens à la maison. La voix aiguë de ma belle-mère résonnait au téléphone. Je n'ai pas fait de scène, je suis juste parti d'un endroit qui ne me considérait pas comme faisant partie de la famille, ai-je répondu calmement. Ma belle-mère a immédiatement changé de ton, criant « Ne profite pas de moi. Si tu oses demander le partage de la maison, je m'assurerai que tout le quartier sache que tu es une ingrate. » J'ai ri amèrement. Garde la maison. Je demande seulement ce que j'ai investi. J'ai coupé l'appel. Je me suis adossé à la chaise, expirant. Le téléphone a sonné à nouveau, cette fois d'un numéro inconnu. J'ai répondu,
écoutant la voix d'un homme qui semblait embarrassé. Nuria, c'est Pablo, le cousin d'Adriane. Honnêtement, la mère d'Adriane m'a demandé de te suivre aujourd'hui, pour voir où tu allais et qui tu rencontrais. Je n'ai pas pu le faire, c'est pourquoi je te préviens. J'étais stupéfaite. Sa mère t'a demandé de me suivre? Oui. Elle a dit que si tu voyais quelqu'un d'autre, je devais enregistrer une vidéo pour elle afin qu'elle puisse ruiner ta réputation. Cela m'a donné des frissons. Je te dois une fière chandelle pour la fois où tu as aidé ma femme à l'hôpital, alors je ne pouvais pas le faire. Fais attention, a dit Pablo avec gratitude. Quand j'ai raccroché, mes mains tremblaient encore. Il ne voulait pas seulement se débarrasser de moi, il voulait me diffamer. Cette nuit-là, dans ma petite chambre louée, j'ai écrit pour la première fois une liste de tout ce que je devais faire, banque, avocat, preuves, rapport à la police si j'étais menacé, et garder mes distances avec les autres hommes pour qu'il n'ait pas d'excuses pour inventer des choses. Chaque ligne que j'écrivais me transformait d'une belle fille obéissante en une femme qui savait se protéger. C'était peut-être la partie la plus importante. La partie la plus difficile de ma vie a été d'apprendre à me débrouiller seul, sans attendre que quiconque me tende la main. Après le rendez-vous chez le médecin, je suis rentré chez moi avec les résultats des tests. Le médecin a dit que tous les indicateurs fétaux étaient bons. Le rythme cardiaque était fort, la taille correspondait aux semaines de gestation. Il m'a seulement conseillé de bien manger, de me reposer davantage et d'éviter le stress. Mais j'ai quitté le cabinet avec une feuille pleine de chiffres parfaits et un sentiment de lourdeur, comme si j'avais reçu une peine avec sursis au lieu d'une bonne nouvelle. Je me suis assise sur le siège arrière du taxi, caressant mon ventre, regardant les maisons défiler par la fenêtre. J'avais l'impression d'être dans un train sans savoir où il allait s'arrêter. Je ne savais pas qui descendrait le premier, qui resterait jusqu'à la fin. Le chauffeur de taxi m'a demandé quel chemin prendre pour éviter les embouteillages. J'ai souri légèrement. Allez où vous voulez tant que vous arrivez à bon port. La maison. Rien qu'en pensant à ce mot, ma poitrine se serrait. La maison où Adriane et moi avions vécu pendant 3 ans, qui avait autrefois été pleine de rires et de rêves. Maintenant, elle ressemblait à une boîte en béton. Chaque dîner était un silence gênant. Chaque nuit au lit était un vide glacial entre nous. Adriane continuait d'aller travailler, apportant de l'argent à la maison, demandant si j'étais fatigué ou si je voulais quelque chose de spécial, mais derrière ces questions se dressait un mur invisible. J'appelais, mais personne ne répondait honnêtement. Le taxi s'est arrêté devant l'entrée de l'immeuble. J'ai payé et je suis descendu. L'odeur du béton chaud m'a donné un peu le tournis. Le miroir de l'ascenseur reflétait mon visage pâle. Tu dois être heureuse, tu vas être mère, me suis-je chuchoté, essayant de sourire, mais le sourire s'est crispé, révélant mon calme forcé. En ouvrant la porte de l'appartement, j'ai été enveloppé par l'odeur familière de la petite cuisine, du nettoyant pour sol bon marché et de la plante que ma mère m'avait envoyée de son village. Tout a déferlé sur moi, me réchauffant la poitrine. Au moins, cette maison était encore le seul endroit où je pouvais me détendre, où j'avais le droit d'être vulnérable, où je pouvais me taire sans avoir à me justifier auprès de quiconque. Personne. J'ai enlevé mes chaussures, laissé mon dossier sur la table et je suis allé à la cuisine pour me verser un verre d'eau chaude, comme je le faisais toujours en rentrant de l'hôpital. L'eau coulait du robinet, un murmure doux qui ressemblait au temps qui passe avec indifférence. Malgré toute l'agitation dans mon cœur, mon téléphone a vibré sur la table. C'était un message d'Adriane, « As-tu terminé ton rendez-vous » Qu'a dit le médecin. Mes doigts ont balayé l'écran. Bien. Le bébé grandit bien. J'ai hésité un instant et j'ai ajouté, « Viens-tu dîner à la maison ce soir » Le message a été marqué comme lu. Le cercle a clignoté et est apparu, j'ai un dîner avec des clients. Je serai en retard. Dean ne m'attend pas. Le ne m'attend pas a résonné comme un petit clou piquant mon âme, ne provoquant pas une douleur vive, mais un picotement persistant. J'ai regardé l'écran, voulant écrire « Veux-tu encore ce bébé ?» Mais finalement, j'ai tout effacé et j'ai juste envoyé un emoji OK. J'ai posé le téléphone, portant inconsciemment la main à mon ventre. Ne t'inquiète pas, mon cœur. Maman est là, ai-je dit doucement, comme si le petit être pouvait me comprendre. Soudain, je me suis souvenu des yeux de ma mère lors de l'appel vidéo l'autre soir, son regard de joie et d'inquiétude lorsqu'elle a appris que j'étais enceinte. Tu attends un bébé. Tu dois prendre soin de toi, ma fille.
S'il y a quoi que ce soit d'autre, nous nous en sortirons. Ne rends pas les choses trop difficiles pour ton mari. Ma mère pensait toujours aux autres en premier. Même quand c'était moi qui étais manifestement délaissé dans mon propre mariage. L'après-midi s'étirait. J'ai sorti le panier de légumes que ma mère m'avait envoyé. J'ai lavé chaque tige sous le robinet, coupé les feuilles. J'ai préparé le dîner, même si je savais que j'allais probablement manger seul à nouveau. Pour d'autres, ces tâches répétitives pourraient être ennuyeuses, mais pour moi, elles étaient un moyen d'éviter de trop réfléchir. Chaque fois que le couteau frappait la planche, j'essayais de trancher un peu plus de mon anxiété, mais plus je tentais de me calmer, plus mon esprit revenait à cette nuit-là, la nuit où toutes mes certitudes ont été ébranlées. Le message inconnu, la voix de femme à l'autre bout du fil, les explications bégayantes d'Adriane. Je pensais qu'avec un bébé, il redeviendrait comme avant, qu'il mettrait de côté tout sentiment éphémère. Mais depuis 16 semaines, la seule chose qui avait changé était mon corps. Le cœur d'Adriane était toujours ailleurs, quelque part où je ne pouvais l'atteindre. J'étais absorbé par la cuisine quand on a sonné à la porte. J'ai essuyé mes mains sur la serviette suspendue près de l'évier et j'ai ouvert. C'était ma voisine d'à côté avec un sac de fruits. « Salut, j'ai appris que tu étais enceinte. Je t'ai apporté des pommes, et je voulais te donner quelques conseils. » Les nouvelles mères ont tendance à s'inquiéter de tout. Je l'ai invitée à entrer et lui ai versé de l'eau. Elle s'est assise sur le canapé en posant toutes sortes de questions. De combien de semaines étais-je enceinte? Est-ce que je mangeais bien? Avais-je des nausées matinales? Est-ce que mon mari s'occupait de moi? J'ai répondu vaguement, disant que Adriane était occupée, mais qu'il était inquiet. Je n'avais pas le courage d'avouer que je me sentais parfois seul sur le chemin de la maternité. Soudain, elle a baissé la voix. Ne sois pas contrarié par cela. Je sais que je suis indiscrète, mais l'autre jour, j'ai vu ton mari en bas, à l'entrée de l'immeuble, avec une jeune femme très maquillée. Il riait et semblait très proche. J'ai pensé que c'était des collègues, mais entre femmes, la façon dont elle le regardait semblait étrange. Ça ne ferait pas de mal de garder un œil sur les choses. J'ai senti mon cœur sombrer, ce n'était donc pas seulement mon imagination. Mes soupçons n'étaient pas que de la paranoïa. J'ai essayé de rester calme, j'ai remercié ma voisine et lui ai dit au revoir. En fermant la porte, la maison est tombée dans le silence, seulement rompu par le tic-tac de l'horloge murale. Je me suis appuyé contre la porte, me laissant glisser lentement jusqu'au sol, serrant mon ventre. Si un jour je dois choisir de te protéger et partir, m'en voudras-tu, ai-je demandé doucement. Les larmes ont commencé à couler. Je ne voulais pas que mon enfant naisse dans un mariage pourri où sa mère devait se censurer à chaque mot, à chaque repas. Mais je n'avais pas non plus le courage de penser à être une mère célibataire alors que j'avais l'habitude de dépendre d'un soutien, même si ce soutien s'effondrait. Ce soir-là, j'ai mis le couvert 3 plats simples, la chaise en face était vide. J'ai essayé de manger, mais la nourriture me restait dans la gorge. L'horloge a sonné 21h, puis 22h, et il n'est pas revenu. Le téléphone restait silencieux, aucun appel ni message pour prévenir qu'il serait en retard ou qu'il ne rentrerait pas. J'ai fait la vaisselle, j'ai rangé, j'ai allumé la lampe de chevet dans le salon et je me suis assise sur le canapé pour attendre. Mon ventre a commencé à se tendre, un léger pincement se propageant du bas de mon dos à mon abdomen. J'avais un peu peur, alors je me suis allongé sur le côté comme le médecin l'avait conseillé, en respirant profondément. Après un moment, la tension a diminué, ne laissant qu'un sentiment de fatigue. Presque à minuit, j'ai entendu le bruit d'une clé dans la serrure. Il est entré, sentant fortement l'alcool et le tabac. Il m'a vu assise là et s'est arrêté un instant. « Pourquoi ne dors-tu pas ?» Je me suis levé, ma voix devenant rauque. « Je t'attendais. Et aujourd'hui, je suis revenu de chez le médecin. » Il a hoché la tête, a enlevé ses chaussures, a jeté ses clés sur la table et s'est affalé sur le canapé. Qu'a dit le médecin? Je me suis assise au bord du canapé, les mains jointes. Tout va bien, le bébé est en bonne santé, mais le médecin a dit que je devais éviter le stress, me reposer et rester calme. Adriane. J'ai hésité, rassemblant mon courage. Pourrais-tu rentrer plus tôt et ne pas boire autant? J'ai peur. Et s'il arrivait quelque chose au bébé? Il s'est frotté le front, les yeux fermés. La phrase « ne pense pas à des bêtises » a coupé court à toutes mes tentatives de partager mes sentiments. Je l'ai regardé.
Soudain, j'ai vu une distance entre nous, pas quelques pas, mais un abîme. Cette nuit-là, il a dormi en me tournant le dos. Ses ronflements étaient doux et réguliers. Mes yeux sont restés ouverts dans l'obscurité. Une pensée terrifiante m'est venue à l'esprit, si je ne faisais rien, les choses allaient probablement empirer. Pas seulement pour moi, mais aussi pour le bébé. Peut-être était-il temps de faire face à la vérité, de découvrir ce qu'il cachait. Au lieu de continuer à me bercer d'illusions avec de vains espoirs, j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré, « Je te le promets. Quelles que soient les circonstances dans lesquelles tu grandiras, je ne te laisserai pas voir une mère faible qui ne sait que pleurer. » Quelque part au fond de mon cœur, une petite graine de courage germait silencieusement. Je ne savais pas par où commencer ni quel prix je devrais payer, mais je comprenais que c'était la dernière nuit où je m'autorisais à rester immobile et à attendre. Je me suis levé à 6 heures du matin, même si j'avais à peine dormi. Mon corps semblait lourd, mon esprit s'emballait, mais mes mains suivaient la routine. Se lever lentement, poser les pieds sur le sol, prendre de grandes inspirations pour que mon ventre ne se contracte pas. La lumière de l'aube filtrait à travers le rideau mince, projetant une tache jaune pâle sur le sol, rendant la pièce étrangement paisible. S'il n'y avait pas les ombres s'accumulant dans mon cœur, j'aurais pensé que c'était une belle matinée, mais la pression de ce qui se passait me donnait envie de me rallonger et de disparaître pendant quelques heures. Adrian dormait encore, me tournant le dos, sa respiration régulière. Hier soir, après que je lui ai parlé du rendez-vous, il n'avait marmonné que quelques mots avant de s'endormir. J'ai fixé son dos pendant un moment, essayant de me rappeler quand la distance entre nous avait commencé à tant grandir. Peut-être il y a quelques mois, quand ses arrivées tardives sont devenues habituelles. Peut-être plus tôt, quand il a commencé à passer ses appels sur le balcon au lieu d'y répondre devant moi. Ou peut-être que tout a commencé le jour où je lui ai dit que j'étais enceinte. Au lieu de la joie, ses yeux montraient une hésitation que je ne pouvais toujours pas oublier. Je suis sorti du lit silencieusement et je suis allé à la cuisine pour préparer le petit déjeuner. L'odeur du riz chaud et du thé au gingembre a rempli l'air, me donnant envie de pleurer. Je ne comprenais pas pourquoi les choses les plus simples me faisaient me sentir si petite et perdue. J'ai cuisiné du porridge comme le médecin l'avait recommandé pour mon estomac au début de la grossesse et j'ai préparé le café noir d'Adrian. Comme chaque jour une habitude datant de l'époque où nous étions amoureux, de quand nous nous sommes mariés, de quand nous nous donnions des petits noms. J'ai posé le café sur la table, remarquant que mes mains tremblaient légèrement. Il est entré dans le salon, l'air de quelqu'un qui vient de se réveiller, les cheveux en bataille. Il a vu le café, a hoché la tête et s'est assis sur le canapé, ouvrant son téléphone. Il n'a pas demandé si j'avais bien dormi ni comment allait mon ventre. Je n'ai rien dit non plus, j'ai juste versé un bol de porridge et je me suis assise à table en face de lui. Entre nous, il n'y avait que le tic-tac de l'horloge et une distance vague que ni l'un ni l'autre n'osait nommer. Après quelques bouchées, j'ai dit doucement, j'ai pris une demi-journée de congé aujourd'hui. Je suis un peu fatigué. Il a hoché la tête, regardant toujours l'écran. D'accord, comme tu veux. J'ai contenu ma voix. Adrian, pourrais-tu rentrer tôt ce soir? Je veux te parler. Il s'est arrêté d'écrire un instant et a répondu d'une voix très calme, je verrai, il y a beaucoup de travail. Puis il s'est levé, a mis sa chemise, s'est parfumé, a rassemblé ses affaires et s'est dépêché de sortir. Par habitude, je suis allé lui dire au revoir à la porte, mais je me suis arrêté sur le seuil. Je n'avais plus la force de jouer le rôle de la gentille épouse prête à lui fermer la porte. La porte s'est refermée derrière lui, laissant un vide glacial. Je me suis assise sur le canapé, la main sur le ventre. L'être qui grandissait en moi était très petit, si petit que je ne pouvais entendre ses battements de cœur qu'à l'échographie. Mais je sentais qu'il exigeait que je sois forte. C'était à la fois une motivation et un fardeau. Je craignais que chaque décision que je prendrais ne l'affecte, ne le fasse souffrir. Mais si je continuais à vivre ainsi, je serais la première à lui faire du mal. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai ouvert le carnet marron que j'utilisais pour noter mes tâches. J'ai commencé à les écrire une par une d'une petite écriture régulière. 1. Vérifier les relevés bancaires. 2. Imprimer les messages de transaction correspondants. 3. Contacter Laetitia pour la prochaine réunion. 4. Observer ces changements, mais sans précipitation. 5. Rester calme, éviter que mon humeur n'affecte le bébé. Arrivé là, mes doigts se sont arrêtés.
Une partie de moi voulait ajouter une 6e ligne et lui demander directement s'il m'aime encore. Mais je l'ai effacé immédiatement. Je savais que si je lui demandais maintenant, il n'aurait que 2 options, mentir pour éviter les problèmes ou rester silencieux parce qu'il ne voulait pas assumer ses responsabilités. Aucune des deux ne m'aiderait à découvrir la vérité. Vers 9 heures du matin, j'ai reçu un appel de Laetitia. Elle m'a dit qu'elle avait examiné tous les relevés que je lui avais envoyés et qu'elle voulait me voir aujourd'hui si possible. J'ai accepté et je me suis changé, mettant un manteau long pour cacher mon ventre de 16 semaines de grossesse. En descendant à l'entrée, le garde de sécurité m'a fait un signe de tête. J'ai essayé de répondre par un léger sourire, mais au fond, je voulais juste sortir de là le plus vite possible. Sur le chemin du bureau de Laetitia, j'ai reçu un message d'un numéro inconnu, « Nuria, hier j'ai encore vu ton mari avec cette fille. » Ils étaient dans un taxi, ils n'allaient pas au bureau. J'ai arrêté la voiture sur le bord de la route. Mon cœur battait fort. C'était ma voisine d'hier soir. Je ne pensais pas qu'elle remarquerait autant de choses. Je l'ai remerciée, mais je lui ai rappelé de n'en parler à personne. Je ne voulais pas que l'affaire s'ébruite et l'alerte. Quand j'ai vu Laetitia, elle m'a regardé longuement avant de parler. « Nuria, je vais vous poser une question à laquelle vous devez répondre honnêtement. Êtes-vous prête à quitter ce mariage si la vérité n'est pas celle que vous espérez ?» J'ai serré les mains, enfonçant mes ongles dans ma peau. Puis j'ai hoché la tête. « Oui, j'ai juste besoin de garantir la sécurité du bébé et de récupérer mon investissement. » Laetitia a souri légèrement. « D'accord, donc la prochaine étape est d'identifier clairement les biens communs et propres et de voir si son comportement affecte vos droits. Mais avant cela, j'ai besoin que vous restiez calme, pour qu'il ne sache pas que vous vous préparez secrètement. » J'ai hoché la tête. Je me sentais un peu anxieuse, mais j'avais aussi l'impression de me réveiller lentement. Quand j'ai quitté le bureau, il était déjà midi. Je me tenais sous l'auvent, regardant les gens se dépêcher, ressentant soudain une légèreté dans ma poitrine non pas parce que tout était fini, mais parce que je savais que j'allais dans la bonne direction. En retournant à l'appartement, j'ai ouvert la porte et suis entré dans le salon, quand soudain j'ai vu quelque chose qui m'a fait m'arrêter. La cravate d'Adrian était sur le canapé, mais ce n'était pas la couleur qu'il portait d'habitude. Je l'ai saisie, l'examinant de près. Il y avait une tache de maquillage rose clair sur le tissu. J'ai mis la cravate contre ma manche. Ce n'était pas mon maquillage. Tout mon corps s'est figé. J'ai posé la cravate sur la table, le cœur plein d'un sentiment d'oppression. Les soupçons sporadiques des derniers mois se sont soudainement cristallisés en une vérité tangible. Je me suis assise sur le canapé, la main sur le ventre. Mon cœur, je crois que je sais ce que je dois faire. Mes doigts ont suivi la tache de maquillage rose pâle restée sur la cravate d'Adrian. C'était une petite tache, mais elle ressemblait à une lame froide et tranchante coupant le fragile réconfort que j'avais essayé de construire pendant des mois. Quelque chose en moi s'est effondré, mais curieusement, je n'ai pas éclaté en sanglots comme les autres fois. Peut-être parce que mon cœur s'était déjà préparé au pire, seulement je ne m'attendais pas à ce que la preuve arrive si vite. Juste là, sur le canapé familial, à un pas de moi. J'ai posé la cravate sur la table, j'ai pris une grande inspiration et je suis allé à la salle de bain, laissant l'eau froide couler sur mes poignets, comme le médecin l'avait conseillé quand je me sentais trop stressé. Avec le bruit de l'eau, j'entendais les battements de mon propre cœur fort, mais rythmés. Je me suis regardé dans le miroir, le reflet, le visage d'une femme de seulement 32 ans, mais avec des yeux fatigués, des joues légèrement pâles par manque de sommeil, des lèvres sans couleur et un ventre légèrement arrondi, un doux rappel. Le bébé est là, maman, ne tombe pas. J'ai fermé le robinet, essuyé mes mains et suis retourné au salon. J'ai pris une petite boîte, j'y ai mis la cravate et j'ai ajouté l'échographie d'hier. Je voulais voir ensemble les deux choses les plus opposées de ma vie. D'un côté, la vie qui grandit, de l'autre, la vérité qui pourrit. Vers midi, le téléphone a vibré. C'était Adrian, « As-tu déjà mangé ?» J'ai regardé l'écran un moment et j'ai répondu très brièvement, « Oui ». Il a continué, « J'ai une réunion avec des clients cet après-midi. Je serai en retard. Ne m'attends pas. » J'ai posé le téléphone sans répondre. Les mots « ne m'attends pas » avaient été répétés si souvent que je m'y étais habitué. Mais aujourd'hui, je me sentais différente. Je ne voulais plus attendre. Je ne voulais plus chercher de raison de pardonner.
Je ne voulais plus maintenir un mariage que j'étais la seule à essayer de sauver. J'ai sorti mon carnet et j'ai écrit une nouvelle ligne, 1. Découvrir la vérité, mais sans confrontation, seulement enregistrée. D. En l'après-midi, j'ai réchauffé la nourriture et je suis sorti. Je ne voulais pas rester immobile dans cette maison où tous les murs semblaient refléter mes doutes. J'ai pris un taxi pour un café tranquille avec de grandes fenêtres donnant sur la rue. J'ai choisi une table dans un coin, commandé un jus de fruits et ouvert mon téléphone pour chercher le numéro de ma voisine. Je lui ai envoyé un message, « Salut, pourriez-vous m'en dire plus sur ce que vous avez vu hier ? Merci. » Elle a répondu presque immédiatement, comme si elle attendait que je lui demande. Hier, je n'ai pas osé tout vous dire. J'avais peur de vous contrarier, mais je les ai vus 2 fois. La première fois, c'était à l'entrée de l'immeuble, la deuxième fois, c'était il y a 3 jours, ils allaient ensemble au parking derrière le supermarché. Ce n'étaient pas des collègues. La façon dont ils se regardaient n'était pas professionnelle. J'ai lu la dernière phrase à plusieurs reprises, ce n'était pas professionnel. J'ai ressenti un pincement au cœur, mais je suis resté calme. Je lui ai demandé si elle pouvait me prévenir si elle les revoyait. Elle a accepté. Pendant que j'étais là, le téléphone a de nouveau vibré. C'était Laetitia, Nuria, j'ai examiné vos documents. Je veux vous demander si vous êtes sûr qu'il voit quelqu'un d'autre. J'ai répondu honnêtement, je ne peux pas le confirmer, mais les signes sont clairs. Si c'est vrai, c'est un détail très important dans la demande de divorce. Mais vous avez besoin d'une preuve claire, pas pour vous venger, mais pour protéger vos droits et ceux de votre enfant. Le mot preuve a résonné clairement dans ma tête. Je ne voulais pas devenir une espionne, mais je savais que je n'avais pas d'autre choix. Cette nuit-là, Adrian est rentré chez lui à presque 1h du matin. Il sentait le parfum neuf, l'alcool et un monde dans lequel je n'existais pas. Il a laissé les clés sur la table sans allumer la lumière, mais la lueur de la lune traversant la fenêtre suffisait pour voir son visage. Fatigué, mais pas par le travail. Il m'a regardé, essayant de parler calmement. « Pourquoi es-tu encore réveillé ?» J'ai répondu, « Je ne peux pas dormir. » Il a essayé de dire autre chose, mais a seulement soupiré. Il s'est frotté le front et s'est effondré sur le canapé. Je l'ai regardé longuement. La douleur n'était plus vive comme avant, mais un sentiment prolongé de vide, comme le chemin brumeux que j'étais forcé de parcourir. « Adrian, ai-je dit doucement. » Il s'est retourné. « Si jamais tu te sens fatigué, si tu veux arrêter, dis-le-moi simplement. Je ne veux être un fardeau pour personne. » Il a froncé les sourcils. « Qu'est-ce que tu racontes ? Tu penses encore à des bêtises. » J'ai pressé mes lèvres l'une contre l'autre, ne posant plus de questions. Je savais que s'il me cachait quelque chose, il ne me le dirait pas. Je me suis levé, je suis allé dans la chambre et j'ai éteint la lumière, mais je ne me suis pas endormi immédiatement. Je me suis allongé sur le côté et j'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a bougé doucement, ou peut-être n'était-ce que mon imagination. Quoi qu'il en soit, ce sentiment m'a ramené à la réalité. Ne sois pas faible, me suis-je répété une fois de plus. Vers 2h du matin, mon téléphone s'est éclairé. Un message de ma voisine, Nuria, « Tu es réveillée ? Je crois que je viens de voir ton mari et cette fille près de l'hôtel L. » Je n'en suis pas sûr, mais la silhouette était très semblable. Mon cœur battait fort. J'ai regardé vers le salon, où il était soit profondément endormi, soit en train de faire semblant de dormir. Je ne le savais pas alors, mais je savais que la vérité m'attendait. J'ai de nouveau posé ma main sur mon ventre en murmurant, « Chérie, maman doit être forte. » Je me suis assise dans mon lit dès que le message de ma voisine est apparu. Dans la pièce sombre, la lumière du téléphone illuminait mon visage pâle. J'ai regardé vers le salon, Adrian était toujours allongé, le dos tourné vers moi, sa respiration régulière, comme quelqu'un plongé dans un sommeil profond. Mais je vivais avec lui depuis assez longtemps pour savoir que lorsqu'il était vraiment endormi, il bougeait légèrement avant de sombrer. Là, il était immobile d'une manière contre nature. Je suis resté assise là quelques secondes, l'esprit vide. Puis, j'ai étrangement retrouvé mon sang-froid. Peut-être que lorsqu'une personne est poussée à bout, elle ne ressent plus de panique. Tout ce qui reste, c'est la clarté, le silence, et une voix très petite mais très ferme dans sa tête, il est temps de connaître la vérité. J'ai mis mon manteau. Mes mains tremblaient légèrement, mais mon cœur battait régulièrement. C'était étrange, même moi,
je ne le comprenais pas. Je ne l'ai pas réveillé. Je ne voulais pas parler, je ne voulais pas me disputer, je voulais juste voir de mes propres yeux. J'ai envoyé un message à ma voisine, « Es-tu toujours dans le coin? Es-tu sûr que c'est lui avec la fille ?» Elle a répondu immédiatement, « Je suis dans le parking souterrain. Je viens de les voir entrer par la ruelle derrière l'hôtel. Es-tu sûr de vouloir venir ?» J'ai appuyé sur le téléphone, « S'il te plaît, reste à l'écart. J'irai. S'il te voit, ce sera un problème. » J'ai ouvert la porte très lentement, chaque mouvement était doux, comme si j'avais peur de réveiller le passé qui dormait derrière moi. Dans l'ascenseur, j'ai vu mon reflet dans l'acier inoxydable, une femme enceinte de 16 semaines avec des cernes sous les yeux, les lèvres serrées, mais avec un regard déterminé. J'ai appelé un taxi en murmurant, « Je veux aller à l'hôtel L, rue X. » Le chauffeur de taxi m'a regardé dans le rétroviseur. Il a essayé de demander quelque chose, mais quand il a vu mon visage, il s'est tu. La ville était encore illuminée la nuit. Les panneaux publicitaires défilaient comme des lueurs floues, chaque lueur prolongeant la lassitude en moi. Le taxi m'a déposé à une certaine distance de l'hôtel. Je suis descendu en tenant la bandoulière de mon sac, regardant autour de moi. La voisine était à l'ombre d'un arbre, me faisant signe alors que je m'approchais. Elle a dit à voix basse, « Je n'en suis pas sûr, mais la silhouette ressemble beaucoup à celle de ton mari. » Ils sont entrés par la porte latérale, celle qui mène au café sur le toit. Voudrais-tu entrer? J'ai pris une grande inspiration. J'ai besoin de voir clairement, mais ne me suis pas. S'il te voit, ce sera un problème. Suis entré dans le hall de l'hôtel. L'odeur d'un parfum coûteux se mêlait à l'air froid de la climatisation. Je n'ai pas pris l'ascenseur, j'ai monté les escaliers lentement et prudemment, comme si j'avais peur d'alarmer mon propre cœur. En atteignant le 2e étage, où se trouvait un café ouvert tard, j'ai entendu un rire doux, aigu et très féminin. Je me suis arrêté derrière un paravent décoratif. Mon cœur s'est arrêté un instant. En face, sous la lumière jaune et chaude, Adrian était assis face à une jeune fille. La main de celle-ci reposait naturellement sur la sienne. Ils souriaient tous les deux d'un sourire qui n'était pas pour les affaires. Non, ça ne pouvait pas être vrai. J'ai essayé de rester immobile, mais mes mains se sont crispées en poing. Mon souffle s'est bloqué dans ma gorge. Ce n'était pas de la douleur, c'était un sentiment de finalité qui me laissait sans force pour réagir. Je me suis reculé lentement, sans plus regarder, sans m'élancer, sans faire de scène. J'avais juste besoin de savoir. Je me suis retourné et j'ai descendu lentement les escaliers. À chaque marche, je sentais que les choses en moi ne se brisaient pas comme je le pensais, elles se terminaient simplement comme une porte qui se ferme doucement, sans un bruit. En sortant, j'ai envoyé un court message à ma voisine, « Merci. Je vais bien. Rentre chez toi. » Elle a répondu immédiatement, « Nuria, ça va? Tu es enceinte? » J'ai regardé le message en me sentant étrangement soulagé. Je vais bien, juste fatigué. Je rentre à la maison. Le taxi m'a ramené à l'immeuble. Arrivé à l'appartement, je me suis tenu devant la porte un instant. Je ne voulais pas pleurer, je ne voulais pas tomber. J'ai posé ma main sur mon ventre. Chérie, je suis là. J'ai assez de force pour te protéger. J'ai ouvert la porte, je suis entré, et il était toujours allongé là. Je me suis approché pour le regarder. Sa respiration était régulière, son visage paisible, mais tout cela était trop faux. Il ne pouvait pas avoir été aussi ivre. Je savais qu'il m'entendrait revenir. Je savais que je le verrais dans un état de « je ne fais rien de mal », confiant que s'il restait silencieux, tout passerait. Je l'ai regardé pendant un long moment. Un sentiment de déception douce mais profonde pesait lourdement sur mon cœur. Je suis allé dans la chambre, j'ai fermé la porte, j'ai enlevé mon manteau et je me suis allongé sur le côté comme le médecin l'avait conseillé. La main sur mon ventre, pour la première fois depuis que j'avais appris ma grossesse, j'ai prononcé cette phrase silencieusement, « Chérie, je vais sortir de cette vie avant de te faire du mal. » Des larmes ont coulé, mais cette fois-ci non par désespoir, mais parce que je savais exactement quel chemin prendre. Avant de m'endormir, j'ai ouvert mon téléphone et ajouté une 7e ligne à mon carnet de projets. 7. Commencer à préparer la demande de divorce. Rassembler des preuves suffisantes. Ne pas lui donner la chance de nier. J'ai posé le téléphone, fermé les yeux et pressé légèrement ma main contre mon estomac.
Ne t'inquiète pas, chérie. Désormais, je te choisis en premier, personne d'autre. Je me suis réveillé avant l'aube. La lumière bleu pâle du matin filtrait à travers le rideau, jetant une couleur froide sur le plafond. Je suis resté immobile quelques minutes, la main sur mon ventre, m'assurant que le bébé était toujours là, respirant avec moi. Hier soir, après avoir écrit la 7e ligne dans mon carnet, je m'étais endormi dans un état d'épuisement et de soulagement. Mais ce matin, le soulagement avait disparu, remplacé par le sentiment d'avoir mis le pied sur un pont à sens unique sans permission de faire demi-tour. Je me suis levé, me sentant un peu étourdi, et j'ai pris une grande inspiration. Dans le salon, il était toujours allongé sur le canapé. Je l'ai entendu bouger légèrement, il ne dormait pas aussi profondément qu'hier soir. Peut-être avait-il entendu le bruit venant de ma chambre, mais il n'a pas ouvert la porte pour me chercher. Il n'a pas demandé où j'étais allé hier soir. Il n'a pas demandé si j'étais fatigué, il n'a rien demandé. J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis sorti. Il s'est levé et s'est frotté le visage, prétendant qu'il venait de se réveiller. « Tu t'es levé si tôt ?» a-t-il demandé, essayant de paraître normal. Je l'ai regardé et j'ai répondu d'une voix basse, je n'arrivais pas à dormir. Il a hoché la tête et est allé à la cuisine pour chercher de l'eau. Soit il n'a pas vu la cravate que j'avais intentionnellement laissée bien en vue sur la table, soit il l'a vue et a fait semblant de ne pas la voir. Je m'en fichais désormais. « Tu veux quelque chose pour le petit déjeuner ?» a-t-il demandé, comme si ce qui s'était passé hier soir n'était pas arrivé. J'ai répondu, je peux me débrouiller seul. L'air entre nous était aussi dense que l'eau d'un lac en hiver, avec seulement le tic-tac de l'horloge murale comme rappel que, bien que j'essaie de l'éviter, le temps me poussait vers la décision finale. Vers 8 heures, il a mis sa veste pour aller travailler. Avant de franchir la porte, il s'est retourné avec un regard interrogateur. « Tu vas bien ?» Cette question, à ce moment-là, m'a épuisé plus qu'une indifférence silencieuse. J'ai répondu calmement, « Je vais bien. » Elle est restée là quelques secondes de plus, comme s'il voulait demander quelque chose, mais il a ensuite hoché la tête et fermé la porte. À cet instant, j'ai su que dans mon cœur, tout était fini. Il n'y avait plus d'attente, plus d'espoir, plus d'effort pour tenir bon. Je me suis assise à la table, j'ai ouvert mon carnet et j'ai ajouté une 8e ligne. 8. Je dois réfléchir sérieusement à quitter cette maison avant d'accoucher. Ne pas laisser le bébé grandir dans un endroit plein de fissures et de silence. Puis j'ai appelé Laetitia. « Laetitia, je veux te voir cet après-midi. J'ai déjà des preuves. » Elle a demandé, « Es-tu calme ?» Plus que je ne le pensais, ai-je dit. J'ai raccroché et je suis resté assise un moment à regarder la maison que j'avais rénovée avec tant d'efforts. Chaque coin de la cuisine, chaque objet, chaque plante que ma mère m'avait envoyée et tout portait mon empreinte, mon odeur, la chaleur des mois pendant lesquels j'avais essayé de transformer cet endroit en un foyer. Mais en le regardant maintenant, je me demandais, un foyer pour qui? Pour moi, ou juste pour un homme qui va et vient sans se soucier de ma présence? Je me suis levé et j'ai rassemblé quelques essentiels, l'échographie, le rapport médical, le contrat d'hypothèque, les relevés bancaires imprimés, et la boîte avec la cravate et la tache de maquillage. J'ai tout mis dans mon sac et j'ai regardé une dernière fois avant de partir. L'ascenseur m'a mené à l'entrée. Le garde de sécurité m'a salué, mais j'ai seulement souri légèrement et continué mon chemin. J'ai senti le sol sous mes pieds s'amollir, non par faiblesse, mais parce qu'une décision devenait plus lourde à chaque pas. À midi, je suis allé dans un petit parc près du bureau de Laetitia. Je me suis assise sur un banc, l'estomac un peu lourd. Je me suis adossé, me caressant doucement. Le vent soufflait dans les arbres, apportant l'odeur de l'herbe fraîche et un peu de soleil. Un rare sentiment de paix m'a fait fermer les yeux. Un instant plus tard, j'ai regardé les enfants jouer et rire. Les enfants sont toujours purs et sincères, ils ne savent rien de la confusion du monde des adultes. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai murmuré, « Chérie, je ne te laisserai pas voir les choses que j'ai dû endurer. » À l'heure convenue, je suis entré dans le bureau de Laetitia. Elle a regardé le sac de documents et mes yeux, puis a dit immédiatement, « As-tu trouvé quelque chose ?» J'ai posé la boîte sur la table. Je l'ai vue de mes propres yeux. Il n'y a plus aucun doute. Elle a ouvert la boîte, a regardé la tache de maquillage et l'échographie que j'avais posée à côté. Son regard s'est attristé, mais sa voix est restée ferme. « Nuria,
j'ai juste besoin que tu confirmes une dernière fois. Choisis-tu le divorce parce que tu veux arrêter ou parce que tu te sens blessé? J'ai répondu immédiatement, sans réfléchir, pour le bébé et pour moi. Je ne veux pas passer le reste de ma vie dans un mariage où je dois tout réprimer. Elle a hoché la tête, a ouvert son ordinateur portable et a commencé à me demander des détails, le moment où il a changé, les fois où il était en retard, les messages étranges, son attitude distante. J'ai tout raconté d'une voix claire et assurée, sans m'effondrer ni trembler. Elle a tout noté, a organisé le tout par section, puis a dit, je vais préparer la plainte pour toi, mais tu as besoin d'une chose de plus, une photo de lui et d'elle ensemble. Je sais que c'est douloureux, mais sans photo, le tribunal aura du mal à considérer cela comme une preuve d'infidélité. Je me suis mordu la lèvre. Je comprends, mais je ne peux pas faire de scène. Tu as juste besoin d'une photo à distance, sans qu'ils interagissent. J'ai hoché la tête, tremblant légèrement. Je le ferai. Laetitia m'a regardé longuement puis a dit lentement, d'ici le jour où tu déposeras la plainte, tu dois rester absolument calme. Ne pose pas de questions, ne conteste rien, et ne le laisse pas savoir que tu te prépares. Tu comprends? J'ai serré les lèvres. Oui. En quittant le bureau, le soleil tapait fort. Je me suis tenu sous l'auvent. La lumière me forçait à plisser les yeux. Dans mon cœur, j'ai soudain ressenti une forte prémonition. La route devant moi serait difficile, mais j'avais déjà choisi et je ne ferais pas marche arrière. J'ai posé ma main sur mon estomac et j'ai pris une grande inspiration. Chérie, je vais commencer ma bataille pour toi, pour moi, et pour un avenir sans larmes. J'ai quitté le bureau de Laetitia avec la tête claire mais le cœur lourd non pas de désespoir, mais parce que je savais que je m'engageais sur un chemin duquel, une fois choisi, je ne pourrais plus revenir en arrière ni changer d'avis à cause d'un regard affectueux ou d'excuses tardives. Il y a des seuils qui, une fois franchis, vous empêchent de revenir indemne. Il faisait chaud, mais j'avais froid. Je me suis arrêté devant un café. J'ai commandé un verre de lait chaud pour le siroter lentement et j'ai cherché un coin tranquille. J'ai posé ma main sur mon estomac par habitude, sentant un minuscule battement de cœur qui me rappelait de respirer profondément, cela me maintiendrait forte. J'ai ouvert mon carnet, mon compagnon de ces derniers jours, et ajouté la ligne 9. 9. Préparer mon état d'esprit pour leur réaction. Ils ne me laisseront pas partir facilement car je suis la seule qui soutient cette famille financièrement et émotionnellement. J'ai relu les pages, voyant comment mon écriture était devenue plus ferme et plus constante de jour en jour, comment mes pas étaient devenus plus assurés sur cette route chaoteuse. J'ai bu une gorgée de lait chaud, essayant d'avaler la boule dans ma gorge. L'après-midi s'est étiré. J'ai pris un taxi pour rentrer à l'immeuble quand le soleil s'était adouci, mais je ne suis pas entré tout de suite. Je suis resté devant la porte, sentant l'air froid du couloir, écoutant les bruits à l'intérieur. J'ai entendu la voix d'Adriane, et une autre voix pas féminine, c'était celle de ma belle-mère. J'ai marqué une pause un instant, puis j'ai frappé. Quand la porte s'est ouverte, l'air de la pièce m'a frappé le visage. Ma belle-mère se tenait là, les bras croisés, me dévisageant de haut en bas. Adriane se tenait derrière elle, l'air un peu mal à l'aise. « Ah. Alors tu sais comment rentrer à la maison ?» a-t-elle dit, sa voix comme du sel sur une plaie ouverte. Je suis entré et j'ai enlevé mes chaussures, essayant de rester calme. « Maman, depuis quand es-tu là ?» Elle s'est assise sur le canapé, les mains sur les genoux, avec l'air de quelqu'un résolvant des questions familiales importantes. « Je suis arrivé ce matin. » « Où étais-tu passé ? Ton téléphone était éteint. Je t'ai appelé toute la journée. Je n'ai pas répondu directement. J'étais occupé. Ma belle-mère m'a regardé puis a regardé Adriane. Elle a soupiré. Nuria, ce n'est pas bien de te comporter ainsi en tant qu'épouse. Tu es enceinte et tu es hors de la maison toute la journée. Est-ce une épouse décente ? Mon cœur a raté un battement. J'ai regardé Adriane, il évitait mon regard. J'ai demandé d'une voix grave, « Comment saviez-vous que mon téléphone était éteint ?» Elle a pincé les lèvres. Adriane me l'a dit. Il s'inquiétait pour toi, c'est pourquoi il a appelé pour voir ce qui n'allait pas. J'ai regardé Adriane. Il a baissé la tête, un geste subtil, mais suffisant pour comprendre qu'il me voulait sous son contrôle. Ma belle-mère a continué comme si elle avait répété un discours toute la journée. Je vois que tu es distante ces derniers temps. En tant qu'épouse,
tu dois savoir comment t'occuper de la maison. C'est normal qu'un homme sorte pour travailler et voir des clients. Ne le soupçonne pas sans raison, sinon l'atmosphère dans la maison deviendra tendue. J'ai serré les mains, essayant de rester calme. Je ne soupçonne rien. Je veux juste la paix. Elle a ri avec dédain. Quand on est enceinte, il faut s'appuyer sur son mari. Si tu l'épuises et qu'il te quitte, qui souffrira? Toi ou moi? J'entendais chaque mot, chaque son me transperçait comme une piqûre d'épingle, mais je ne me suis pas laissé atteindre. J'ai seulement posé une question, douce comme le vent mais assez ferme, êtes-vous venu ici pour défendre votre enfant ou pour voir si j'ai encore une place dans cette maison? L'atmosphère s'est figée. Ma belle-mère s'est arrêtée. Ses yeux montraient une trace de surprise. Adrian s'est levé, bafouillant, Nuria, qu'est-ce que tu dis? Maman s'inquiète juste pour nous. Je l'ai regardé directement. N'utilise pas le mot nous. Je suis fatigué. Je veux me reposer. Ma belle-mère a froncé les sourcils. Pourquoi es-tu d'une si mauvaise humeur? J'ai pris une grande inspiration, essayant de garder une voix calme et claire. Je ne suis pas de mauvaise humeur. J'ai juste réalisé que je n'ai plus été considéré comme faisant partie de cette maison depuis longtemps. Peu importe ce que je fais, ce que je dis ou à quel point j'essaie. Adrian s'est approché de moi. Nuria, que veux-tu dire? Je l'ai fixé. Pendant ces secondes, 3 ans de mariage ont défilé devant mes yeux comme un film, les nuits à l'attendre, les fois où je me suis débrouillé seul, les fois où il me disait ne pense pas à des bêtises, les fois où j'avalais mon chagrin pour préserver la paix. Je lui ai posé juste une question, veux-tu encore être avec moi? Il est resté silencieux. 1 seconde, 2 secondes, 3 secondes sans réponse. Ma belle-mère est immédiatement intervenue. Il travaille, il gagne de l'argent pour cette maison, et toi tu ne crées que des problèmes. Un homme reste silencieux parce qu'il ne veut pas se disputer. Si tu ne... J'aurais aimé pouvoir vous le dire il y a longtemps, me suis-je tourné vers elle, ma voix douce mais ferme. Je comprends. Cette maison n'a besoin que de lui, pas de moi. Adrian a sursauté, mais j'ai fait un pas en arrière, la main sur mon ventre, créant une distance invisible. Ce soir, je dormirai dans une autre chambre. Demain, j'ai besoin d'espace pour réfléchir. Ma belle-mère a ouvert la bouche pour dire quelque chose, mais mon regard l'a fait taire. Peut-être que pour la première fois en 3 ans, elle a vu que je n'étais plus une femme soumise. Je suis allé dans la chambre et j'ai fermé la porte. Le son de la dispute dans le salon s'est intensifié, la voix de ma belle-mère réprimandant Adrian, sa voix à lui protestant qu'il ne comprenait pas ce que je voulais. Tout semblait lointain, flou. Je me suis assise sur le bord du lit. Mes mains tremblaient légèrement alors que je les posais sur mon ventre. Mon téléphone portable a sonné. C'était un message de ma voisine, Nuria, j'ai vu cette fille à l'entrée de l'immeuble. Il semble qu'elle ait demandé aux gardes de sécurité ton numéro d'appartement. J'ai senti un frisson me parcourir l'échine. Ce n'était plus une suspicion, ni une spéculation, ni une histoire d'hier soir, c'était la réalité qui frappait à ma porte. Je me suis levé, j'ai pris une grande inspiration et j'ai ajouté une 10e ligne au carnet. 10. Trouver la preuve finale non pas pour me venger, mais pour fermer cette porte proprement et clairement. Je me suis allongé sur le lit, j'ai remonté les couvertures jusqu'à mon ventre et j'ai fermé les yeux. Dans ma tête, une phrase que je n'aurais jamais pensé dire résonnait, demain sera un jour différent, et mon bébé et moi ne serons plus faibles. Je me suis réveillé avant l'aube. La lumière matinale bleuâtre filtrait à travers les rideaux, teintant le plafond d'une couleur froide qui me donnait la chair de poule. Je suis resté immobile quelques minutes, la main sur mon ventre, pour m'assurer que le bébé allait bien. Je n'avais pas dormi profondément hier soir, le sommeil était interrompu chaque fois que j'étais sur le point de sombrer. Mais étrangement, ce matin, je ne me sentais pas si lourde. Ce que je ressentais dans ma poitrine n'était pas du désespoir, mais une clarté brutale. Je me suis levé lentement, avec précaution pour éviter les vertiges qui accompagnent habituellement les premières semaines de grossesse. Dans le salon, j'ai entendu quelqu'un bouger, probablement ma belle-mère. Je ne me suis pas précipité pour ouvrir la porte. Je suis resté assise un moment, prenant de profondes inspirations pour calmer mon cœur avant de sortir pour l'affronter. Quand j'ai ouvert la porte, ma belle-mère était là, les mains sur les hanches, avec l'air de quelqu'un qui m'attendait depuis longtemps. Adrian était assis sur le canapé, le visage affaissé,
comme s'il n'avait pas dormi de la nuit. Tu es enfin sorti, a dit ma belle-mère, sa voix tranchante comme si elle me réprimandait. Je suis ici depuis un jour pour voir ce qui ne va pas chez toi et tu ne m'as rien dit. Veux-tu être une belle fille et vivre ainsi? J'ai répondu calmement, je pense que les gens ont besoin de leur espace. Elle m'a lancé un regard noir. Nuria, penses-tu que cette maison est un hôtel? Tu pars quand tu veux et tu reviens quand tu veux. J'ai essayé de répondre, mais Adrian s'est levé et lui a fait signe de se taire. Maman, laisse-moi parler à Nuria seule, a-t-il murmuré. Parle-lui et fais-lui entendre raison. Une épouse enceinte qui est partie toute la journée et ne prête pas attention à son mari. J'ai regardé directement ma belle-mère dans les yeux, sans élever la voix, mais assez fort pour la faire s'arrêter. Maman, je suis enceinte. J'ai besoin de paix et de tranquillité. Je ne fais pas de scène. Je n'ai pas été irrespectueuse. S'il vous plaît, respectez mes limites. Pour la première fois, ma belle-mère n'a pas pu répondre immédiatement. Peut-être n'était-ce pas par respect, mais par surprise de me voir si différente. Adrian s'est approché. Sa voix s'est adoucie. Nuria, que s'est-il passé hier soir? Pourquoi as-tu fermé la porte de la chambre? Je l'ai regardé. J'étais fatigué. Il a froncé les sourcils, attendant que j'en dise plus, mais je n'ai rien dit. Ma belle-mère nous a regardés tous les deux et a soupiré. Ils me rendent folle. Je vais prendre mon petit déjeuner. Parlez. La porte s'est fermée. Il ne restait plus que lui et moi, et la distance n'avait jamais été aussi grande. Il s'est tenu devant moi, serrant les lèvres. Puis il a prononcé une phrase que j'avais entendue beaucoup trop de fois, « Nuria, ne pense pas à des bêtises. » J'ai ri, mais sans joie. Je ne pense pas à des bêtises. Il était confus. Alors, où es-tu allé hier? Pourquoi n'as-tu pas répondu au téléphone? Je l'ai regardé lentement. Où suis-je allé? Ai-je besoin de t'informer? Il a balbutié, Nuria, je suis ton mari. Je l'ai interrompu, ma voix douce mais aiguë. Pourquoi rentres-tu à 1h du matin chaque soir? Pourquoi y a-t-il du parfum de femme dans ton portefeuille et sur ta chemise? Pourquoi y a-t-il du maquillage rose sur ta cravate? Il a été manifestement surpris, il ne s'attendait pas à ce que je l'ai vu. Je ne lui ai pas laissé le temps de réagir, j'ai continué, je n'ai pas besoin de savoir où tu vas. J'ai juste besoin de savoir que je ne peux pas continuer à vivre dans un mariage où toutes mes questions sont considérées comme des bêtises. Son visage a pâli. Nuria, non, je n'ai rien fait de mal. Tu as mal compris. Je l'ai regardé droit dans les yeux. Adrian, où es-tu allé hier soir? Il a dégluti avec malaise. Je suis allé voir des clients, tu sais. Je dois rencontrer des gens. Est-ce normal qu'il y ait des femmes à la fête? Est-ce normal de leur serrer la main à l'hôtel aussi? Ai-je demandé d'une voix douce. Il s'est figé. Ses yeux se sont agrandis, sa bouche s'est légèrement entr'ouverte, comme si quelqu'un l'avait giflé avec une vérité qu'il ne pensait pas que je connaîtrais. Nuria, je ne voulais pas en entendre davantage. Tu n'as pas à t'expliquer. Je ne veux plus entendre de mensonges. Je me suis retourné, j'ai marché vers la chambre et j'ai fermé la porte avant qu'il ne puisse dire quoi que ce soit d'autre. Dès que la porte insonorisée s'est fermée, je me suis effondré sur le lit, sentant mon cœur battre si fort que j'ai dû poser ma main sur mon ventre pour calmer le bébé. Tout va bien, chérie, tout va bien, ai-je chuchoté. Mais ma voix tremblait. Je suis resté immobile quelques minutes jusqu'à ce que ma respiration redevienne normale. J'ai ouvert le carnet et ajouté la ligne 11. 11. Commencer à séparer les finances et préparer un nouveau foyer. Ne pas laisser le bébé naître dans cette maison. Le téléphone a vibré. C'était ma voisine. Nuria, je viens de voir cette fille dans l'entrée. Il semble qu'elle ait demandé aux gardes de sécurité ton numéro d'appartement. J'ai ressenti un frisson dans le dos. Je suis allé à la porte et j'ai regardé par le Judas. Le couloir était vide, mais via le flux de la caméra de l'ascenseur sur mon téléphone, j'ai vu une image qui m'a brisé le cœur. La fille que j'avais vue à l'hôtel hier soir se tenait devant le bureau de réception. Avec ses longs cheveux bouclés et son maquillage lourd, elle regardait autour d'elle comme si elle cherchait quelqu'un. Je n'avais pas besoin d'écouter, je savais qui elle cherchait, moi, lui, ou nous deux.
Ce jour-là, je me suis assise à la table, la main sur mon estomac, le cœur serré. C'était le moment où j'ai clairement compris que la vérité n'était plus dehors, elle venait droit vers moi. Je ne pouvais pas m'enfuir, ni me couvrir les yeux, ni prétendre être forte. Je devais y faire face, mais d'une manière intelligente et sûre pour mon bébé. J'ai fermé le carnet et j'ai pris une grande inspiration. Demain j'agirai, et ce serait peut-être le jour qui définirait la nouvelle vie de mon bébé et la mienne. Je suis resté immobile pendant un long moment après avoir vu la fille sur la caméra. Respirer lentement était difficile. J'avais l'impression que quelqu'un me serrait doucement la poitrine à chaque battement de cœur, pas assez pour me faire m'effondrer, mais assez pour comprendre que les choses avaient franchi la limite d'un mariage normal. Elle était venue à l'immeuble en demandant mon appartement. Cela signifiait qu'il ne voulait plus rester dans l'ombre. Je voulais sortir à la lumière. J'ai posé ma main sur mon ventre. Le bébé a donné un coup doux comme s'il demandait « Qu'est-ce qui ne va pas, maman ?» J'ai doucement caressé mon ventre pour le calmer, mais en réalité pour me calmer moi-même. Je ne pouvais pas me permettre de faiblir à ce moment-là. Une petite erreur pourrait nous mettre tous les deux en danger. Dans le salon, j'ai entendu les pas d'Adrian. Peut-être qu'il faisait les 100 pas pour attirer l'attention. Peut-être qu'il ne s'attendait pas à ce que je sache, peut-être qu'il essayait de trouver une explication, mais je ne voulais pas écouter. Je ne voulais pas d'excuses, ni d'un « c'était une erreur », ni d'une embrassade forcée, parce que toutes ces choses étaient ce que je voulais croire auparavant, ce à quoi je me raccrochais, mais maintenant je m'en fichais. J'ai ouvert la porte de la chambre et je suis sorti. Il s'est arrêté au milieu de la pièce, les yeux remplis de panique, comme un enfant qui a fait une bêtise. « Nuria, pouvons-nous parler ?» Je ne l'ai pas regardé directement, j'ai juste dit « j'ai besoin de sortir un moment ». Il a froncé les sourcils. « Où vas-tu » ? « Je t'emmène », ai-je répondu calmement. « Ce n'est pas nécessaire, j'ai des choses à faire. » Il s'est approché comme s'il voulait m'arrêter. « Nuria, tu as mal compris. » Je me suis arrêté. Je l'ai regardé directement pour la première fois depuis des jours. Qu'est-ce que j'ai mal compris ? Qu'une connaissance se tient par la main dans un hôtel à 22 heures ? Il a soudainement pâli. Il a fait un pas en arrière, comme si la force de ses jambes lui avait été retirée. « Je t'espionnais », ai-je répondu. Ma voix était si froide qu'elle m'a surprise moi-même. Je ne l'ai vu que par hasard, et j'en ai vu assez pour comprendre. Il s'est frotté les cheveux de frustration. « Nuria, j'ai fait une erreur, mais je ne voulais pas t'abandonner, ni toi ni le bébé. » C'était dans un moment de faiblesse. J'ai souri faiblement, un sourire sans émotion. « Étais-tu ivre ou as-tu choisi de t'enivrer ?» Il est resté silencieux. Je me suis retourné. Je ne voulais pas prolonger une conversation dont l'issue était déjà évidente. J'ai saisi mon sac, vérifié les documents et dit une dernière phrase avant de partir. « À partir d'aujourd'hui, n'essaie pas de te justifier. Je resterai calme jusqu'à ce que toutes les formalités soient accomplies. » Il a sursauté au mot « procédure ». « Vas-tu vraiment divorcer, Nuria ?» Je n'ai pas répondu, je suis simplement sorti. Le soleil dehors était doux, pas aussi intense qu'hier, mais dans mon cœur je sentais l'arrivée d'une tempête. J'ai pris un taxi pour le bureau de Laetitia. Quand elle m'a vu, elle a posé une tasse de thé chaud sur la table et m'a regardé intensément. « Tu as l'air très différente aujourd'hui. Que s'est-il passé ?» Je lui ai montré la vidéo de la caméra de l'ascenseur et la photo de la fille sur le pas de la porte. Elle n'a pas été surprise, elle a juste hoché la tête comme si elle s'y attendait. J'ai essayé de rester calme, mais mon cœur s'est serré. Elle m'a fixé un moment et a demandé « Nuria, es-tu sûre ? Tu es enceinte. Le bébé aura besoin d'une famille. Le divorce est toujours l'étape la plus douloureuse. » Je l'ai regardée, ma voix profonde mais ferme. Je préfère que mon enfant grandisse sans père plutôt que de voir sa mère pleurer chaque nuit. Elle a hoché la tête lentement. D'accord, je t'enverrai le projet de demande de divorce cet après-midi. Examine-le et ajoute tout ce que tu juges nécessaire. J'ai quitté le bureau. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté au supermarché pour prendre quelques bricoles. Je ne voulais pas rentrer directement. Je ne voulais pas voir son visage en ce moment. Je voulais prendre l'air. Je voulais que mon esprit s'échappe des limites étouffantes de cet appartement.
Mais la vie a une manière cruelle de vous frapper avec les choses même que vous essayez le plus d'éviter. Alors que je descendais de l'escalator, j'ai vu 2 personnes debout dans un coin, un homme et une jeune femme. Ils me tournaient le dos, mais leur silhouette n'était que trop familière. Je n'avais pas besoin de voir le visage d'Adriane, juste la façon dont elle touchait son bras à un bras doux, intime, sans hésitation. J'ai eu l'impression que quelqu'un m'avait versé de l'eau glacée sur la tête. Je ne me suis pas approché. Je suis resté derrière une étagère. J'ai allumé l'appareil photo et j'ai zoomé alors que la fille se penchait sur son épaule. J'ai appuyé sur le bouton de l'appareil 1 fois, 2 fois, 3 fois. Je ne voulais pas enregistrer beaucoup, juste assez pour le tribunal. Quand j'ai baissé le téléphone, mes mains tremblaient, non pas de douleur, mais par le sentiment de signer la fin de mon ancienne vie. Je suis resté là quelques secondes, la main sur l'estomac, respirant profondément jusqu'à ce que la tension retombe. C'est bon, maman fait ça pour que tu puisses avoir une vie meilleure. Je me suis retourné, poussant le chariot vers la caisse, sans regarder en arrière. De retour dans l'immeuble, je suis allé directement à l'ascenseur. La lumière de l'ascenseur éclairait mon visage pâle, mais mes yeux brillaient étrangement. Je n'avais plus peur. Je ne voulais pas m'accrocher. Je n'avais qu'un seul but, aller de l'avant avec ma décision. J'ai ouvert mon téléphone et envoyé les photos à Laetitia. Elle a répondu immédiatement. C'est suffisant, Nuria. Tu as très bien fait. Je t'enverrai les documents ce soir. Je me suis appuyé contre la paroi de l'ascenseur. J'ai fermé les yeux. Un vieux chapitre se fermait. Un nouveau était sur le point de commencer, mais avant de passer à ce chapitre, je savais que je devais faire face à une dernière chose, une conversation que ni lui ni moi ne pouvions plus éviter. Quand la porte de l'ascenseur s'est ouverte à mon étage, je suis resté immobile quelques secondes avant de sortir. Le couloir était vide. La lumière blanche éclairait le sol carrelé d'une couleur froide, et ce calme m'a fait réaliser que ce moment était la frontière finale avant d'entamer la conversation qui définirait toute ma vie. J'ai pris une profonde inspiration, j'ai repris mon souffle et j'ai marché vers l'appartement. Mes mains tremblaient légèrement alors que je mettais la clé dans la serrure, non pas de peur, mais parce que je savais qu'après aujourd'hui, il n'y aurait pas de retour en arrière. J'ai ouvert la porte et j'ai vu Adriane assis à la table. Toute la maison était exceptionnellement silencieuse, pas de télévision, pas de cliquetis de clavier, pas de reproches de ma belle-mère comme c'était l'habitude. Juste lui, assis là, les mains jointes, les yeux exorbités mais essayant de garder son sang-froid. J'ai refermé la porte derrière moi, j'ai enlevé mes chaussures en silence et je suis entré. Nous n'avons pas parlé pendant quelques secondes. L'espace entre nous était épais, rempli de questions non posées, rempli de choses qui s'étaient décomposées depuis longtemps. Où étais-tu tout l'après-midi, a-t-il demandé d'une voix rauque. Je n'ai pas répondu à cette question, j'ai juste posé mon sac sur la chaise. Je me suis assise en face de lui, ma main sur mon ventre comme un réflexe instinctif. Adriane, nous devons parler, ai-je dit avec un calme qui me paraissait étrange. Il a hoché la tête. Je veux parler aussi. Je l'ai regardé droit dans les yeux, sans me détourner, sans trembler, sans chercher d'autres excuses. Adriane, quand as-tu commencé à voir cette fille? Il s'est figé. Ses lèvres tremblaient légèrement. Nuria, Je n'ai pas besoin de tes explications, les jeux interrompus. J'ai juste besoin de savoir quand cela a commencé. Il a baissé la tête, serrant les mains. 3 mois. 3 mois. J'ai fermé les yeux une seconde. 3 mois, c'était exactement le moment où j'étais le plus stressé lors de la 8e semaine de grossesse, quand je devais aller chez le médecin seul. Quand il a refusé pour la première fois de m'emmener, disant qu'il avait une réunion importante. J'ai ouvert les yeux, plus calme que prévu. Je vois. Il a semblé surpris, comme si mon calme était plus terrifiant que n'importe quel reproche. Nuria, je suis désolé. J'ai eu tort. J'ai été faible, mais je ne voulais pas t'abandonner, ni toi ni le bébé. C'était juste une erreur. Je l'ai regardé longuement. Adriane, tu sais? Quand les gens sont vraiment désolés, ils n'utilisent pas le mot erreur. Il s'est étranglé. Nuria, ne divorce pas, a-t-il dit en tremblant. Je ne peux pas perdre mon enfant. J'ai posé ma main sur la table doucement, mais fermement. Je ne t'empêcherai pas de voir ton enfant,
mais je ne lui permettrai pas de grandir dans un mariage comme celui-ci. Il s'est levé, perdant le contrôle, mais quand il m'a vu poser la main sur mon ventre, il a fait un pas en arrière. Visiblement, aussi fautif soit-il, il craignait de me contrarier. Nuria, tu es enceinte. Non, ne prends pas une décision si importante quand tu es émotionnellement instable. J'ai secoué la tête. J'y ai réfléchi très attentivement. Je suis plus lucide que jamais. Il m'a regardé, les yeux rouges. Je sais que j'ai eu tort. J'accepte que tu me grondes, que tu me haïsses, que tu me punisses, mais ne divorce pas de moi. N'abandonne pas si facilement. Ne m'enlève pas mon droit d'être un père dans une famille complète. Je ne sais pas pourquoi, mais cette phrase m'a attristé plus qu'elle ne m'a mise en colère. Avait-il peur de perdre l'étiquette de père dans une famille complète ou peur de me perdre? Je lui ai demandé, Adrian, si nous n'avions pas d'enfant, essaierais-tu de m'arrêter? Il est resté silencieux. Ce silence parlait plus fort que n'importe quelle réponse. Tu te tais parce que tu connais la réponse, et je la connais aussi. Il s'est effondré sur le canapé comme si toute sa force l'avait quitté. Nuria, j'ai peur. J'ai peur d'admettre quelque chose que je n'ose pas affronter moi-même. J'ai pris une profonde inspiration. Adrian, cette nuit-là, quand je t'ai vu avec elle à l'hôtel, j'ai compris ceci. L'amour que je ressentais pour toi n'était plus intact. Il s'était fissuré il y a longtemps, j'ai juste essayé de le réparer, mais plus j'essayais, plus il se brisait. Il s'est couvert le visage de ses mains, sans rien dire. Je ne choisis pas le divorce pour cette fille, je le choisis pour moi-même et pour mon fils. Finalement, il a relevé le visage, les yeux rouges. Qu'est-ce que tu veux de moi? Dis-le-moi. Je veux la liberté, ai-je dit d'une voix très basse, mais chaque mot fendait l'air. Et je veux que mon fils grandisse sans voir sa mère pleurer chaque nuit. La pièce est devenue silencieuse. La lumière de l'après-midi filtrait à travers le rideau, éclairant son visage gris et projetant une ombre fatiguée. Il a demandé d'une voix tremblante, « Nuria, es-tu si déterminée ?» Je n'ai pas répondu immédiatement. Je me suis levé, je suis allé à la table, j'ai ouvert mon sac et j'ai sorti les photos que j'avais prises au supermarché. Je les ai doucement posées devant lui. Il les a regardées et son visage est devenu blanc. Nuria, je ne l'ai pas laissé finir. Je n'ai pas besoin que tu m'expliques. Je n'ai pas besoin que tu t'excuses. J'ai besoin que tu signes. Il m'a fixé longuement comme s'il regardait une étrangère. J'ai dit la dernière phrase, Adrian, nous sommes tous les deux allés trop loin pour revenir en arrière. Après un long silence, si long que je pouvais entendre les battements de mon propre cœur, il a expiré profondément, comme quelqu'un qui dépose les armes après une bataille qu'il ne peut gagner. D'accord, a-t-il dit doucement. Si c'est ce que tu choisis, je signerai. J'ai fermé les yeux une seconde. Je ne ressentais ni joie ni vengeance, seulement une douleur qui s'estompait. Je suis retourné dans la chambre, j'ai fermé la porte avec la main sur mon ventre. Je me suis assise sur le bord du lit, j'ai ouvert le carnet et j'ai écrit la ligne 12, trouver un nouveau logement avant de déposer la plainte. Ne pas laisser le bébé grandir dans un endroit rempli de tension. Je suis resté assise sur le bord du lit longtemps après lui avoir parlé. J'avais l'impression que mon cœur avait été vidé de toute vie, mais je ne me suis pas complètement effondré. Peut-être parce que cette douleur n'était pas nouvelle. Elle s'était accumulée depuis si longtemps que maintenant, tout étant exposé, je ne ressentais qu'un vide froid. J'ai posé ma main sur mon ventre, m'excusant auprès du bébé pour ses émotions instables, mais ensuite je me suis calmé. Je me suis dit que je faisais tout cela non pas pour fuir, mais pour le protéger de la seule façon possible. J'ai ouvert le petit carnet. J'ai lu la ligne 12 que je venais d'écrire. Trouver un nouveau logement avant de déposer la plainte. Les mots étaient comme une fine lame, ils ne faisaient pas saigner, mais ils faisaient sourdement mal, car je comprenais qu'un déménagement n'était pas seulement un changement d'adresse, mais l'abandon d'une vie que j'avais essayé de construire avec tout mon amour. En fin d'après-midi, quand le soleil est devenu couleur miel, je me suis levé, je me suis lavé le visage, j'ai mis une robe confortable et j'ai envoyé un SMS à Laetitia. J'ai décidé de chercher un appartement. As-tu le contact d'un agent immobilier de confiance? Elle a répondu immédiatement. Oui, je t'envoie le numéro tout de suite. Nuria, fais-tu la bonne chose? J'ai eu le numéro. J'ai appelé. Ma voix tremblait encore légèrement. Bonjour,
je dois trouver un appartement d'une chambre. Calme, sûr. J'aimerais emménager cette semaine, si possible. L'agent m'a posé quelques questions et a dit qu'il m'enverrait une liste dans 1 heure. J'ai raccroché, sentant mon cœur se serrer et en même temps s'accélérer un peu. Se serrer de regret, s'accélérer de soulagement. J'ai regardé autour de la pièce. La commode que j'avais choisie en bois naturel, les rideaux que j'avais soigneusement taillés, le grand lit gris et blanc, dont je pensais autrefois qu'il serait le premier endroit où mon fils ramperait. Tout était encore là, mais sa signification était morte depuis longtemps. J'ai quitté la chambre. Je suis allé dans le salon. Il était toujours assis sur le canapé, presque dans la même position, les mains jointes, les yeux vides. Un homme saisi par le sentiment de perdre le contrôle pour la première fois en 3 ans de mariage. Il a levé les yeux quand il m'a vu. « Peux-tu t'asseoir » Je me suis arrêté à une distance de sécurité. « Je peux rester debout. Si tu as quelque chose à dire, dis-le. » Il a pincé les lèvres, sa voix rauque et faible. « Je suis désolé, vraiment, vraiment désolé. Je n'ai pas d'excuses. » Je suis restée silencieuse, attendant qu'il finisse. « Mais peux-tu me donner une autre chance ? Pas pour moi, mais pour le bébé. Je veux que mon enfant ait une famille complète. » Je l'ai regardé lentement et profondément. Une famille complète n'est pas une forme, c'est un sentiment. Tu n'as plus ce sentiment pour moi, et je n'ai plus ce sentiment pour toi non plus. À quoi veux-tu te raccrocher, alors ? Il s'est étranglé, incapable de répondre. Je vais rompre avec elle. Je jure que je ne la reverrai jamais. Ces mots auraient dû adoucir mon cœur, mais au lieu de cela, ils ont produit une douleur sourde, une tristesse profonde. Adriane, si tu m'avais vraiment aimé, tu ne l'aurais pas laissé entrer dans ta vie. Si tu avais eu peur de perdre ton enfant, tu n'aurais pas créé le vide qui le fera grandir dans l'insécurité. Il a baissé la tête comme s'il allait pleurer. Je sais, mais je veux quand même sauver cette famille. J'ai regardé mon ventre. Cette famille a pris fin pour moi la nuit où je t'ai vu derrière l'écran à l'hôtel. Cette phrase l'a fait tressaillir. Je suis allé dans la cuisine pour me verser un verre d'eau chaude afin de rester calme. Il était derrière moi. Sa voix tremblait. « Tu ne m'aimes vraiment plus ?» Je me suis arrêté. Je voulais dire oui, que je l'aimais tellement que j'avais ignoré beaucoup de douleurs, mais cet amour est mort la nuit où il a tenu la main d'une autre. Je n'ai rien dit, et mon silence a été la réponse la plus cruelle. Il a reculé, s'est assis sur le canapé, se couvrant le visage de ses mains. C'était la première fois que je le voyais pleurer, mais je n'avais plus de place dans mon cœur pour ressentir sa douleur. Mon téléphone a vibré. Un message de l'agent immobilier. J'ai trouvé un appartement qui correspond à vos critères. Voulez-vous le voir demain après-midi ? J'ai texté, oui, demain à 15 h. J'ai rangé mon téléphone et je suis retourné dans la chambre. J'ai ouvert le placard. J'ai sorti une petite valise. Pas pour faire mes bagages aujourd'hui, mais pour me rappeler que la décision était prise. J'ai posé la valise sur le sol, je l'ai regardée un moment. Chérie, je vais t'emmener dans un nouvel endroit où il n'y aura pas de dispute, où il n'y aura pas de larmes cachées sous l'oreiller, où il n'y aura pas l'odeur d'une autre femme sur les affaires de ton père. Je le promets. Cette nuit-là, j'ai dormi seul dans la chambre. Il a dormi sur le canapé. Personne n'a plus rien dit. Vers minuit, je me suis réveillé au son de ses pleurs très étouffés dans le salon. Un cri contenu, tremblant, brisé. Une partie de moi avait de la peine pour lui, mais l'autre partie se sentait étrangement calme. J'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai souri légèrement. Chérie, nous sommes sur le point de commencer un nouveau chapitre. Je ne laisserai personne te faire du mal. J'ai fermé les yeux, écoutant la pluie qui commençait à tomber dehors, chaque goutte frappant la fenêtre comme si le ciel lui-même annonçait que quelque chose allait changer demain. J'ai dormi profondément, sans cauchemar ni sursaut. Pour la première fois depuis de nombreuses semaines, je me sentais libre. Le lendemain matin, je me suis réveillé avant que mon alarme ne sonne. La lumière de l'aube touchait à peine le bord du rideau, répandant une fine couche de jaune pâle sur le plafond. J'ai posé ma main sur mon ventre, le caressant doucement. Le bébé était calme. Il ne donnait pas de coups et ne me dérangeait pas. Peut-être que lui aussi sentait que la nuit précédente avait été la première fois que je dormais sans me sentir fatigué, sans sursaut,
sans cette pression sur ma poitrine. Je me suis assise lentement pour éviter les étourdissements habituels des premières semaines de grossesse. J'ai posé mes pieds sur le sol froid. J'ai respiré profondément, me sentant étrangement calme. Peut-être que lorsqu'une personne a décidé de forger son propre chemin, la douleur qui l'a consumé autrefois devient lointaine. J'ai ouvert la porte et je suis sorti dans le salon. Il dormait encore sur le canapé, son corps recroquevillé comme quelqu'un qui venait de traverser une tempête qu'il avait lui-même provoquée. Sur la table, le verre d'eau et le message que j'avais écrit hier soir étaient toujours là. Je l'ai regardé longuement, sans ressentir de colère, sans le blâmer, juste un regret très subtil pour un chemin que nous ne pouvions plus parcourir ensemble. Je suis allé dans la cuisine et je me suis préparé du lait chaud et un petit déjeuner. Mon estomac ne me permettait pas de sauter des repas, même si mon esprit était brumeux. Peu après, il s'est réveillé avec les cheveux en bataille, les yeux enfoncés, visiblement épuisé. Il m'a regardé en silence pendant quelques secondes et m'a appelé doucement. Nuria. J'ai levé la tête, gardant ma voix calme. Tu es déjà debout. Il a hoché la tête, s'est approché, mais craignait toujours de réduire la distance entre nous. Nuria, vas-tu vraiment louer un appartement? Je n'ai pas évité la question. Il a joint ses mains. Si tu pars, qu'est-ce qui m'arrive? Sa question m'a fait m'arrêter un instant. Non pas parce que je ne savais pas quoi dire, mais parce que je comprenais à quoi il se raccrochait. J'ai répondu doucement, mais fermement. Tu seras toujours le père de notre enfant, mais tu n'es plus mon mari. Il a fermé les yeux, a pris une profonde inspiration, comme s'il essayait d'avaler quelque chose d'amer. Nuria, je suis désolé, vraiment. Si je t'arrête, tu reviendras. Je l'ai fixé longuement. S'il était elle Adriane d'il y a 2 ans, l'homme qui m'emmenait sur sa moto sous la pluie, qui m'attendait à l'hôpital juste pour me donner un bol de soupe chaude, peut-être que je me serais adouci. Mais l'homme en face de moi maintenant était quelqu'un qui ne s'excusait que lorsque tout était brisé. J'ai secoué la tête. Je ne peux pas revenir en arrière. Pas à cause d'elle, mais parce que j'ai perdu confiance en toi. Il a voulu dire autre chose, mais il s'est tu. Il a baissé la tête en silence. Son silence ne m'oppressait plus comme avant, il ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Nous étions arrivés au bout du chemin ensemble. Cet après-midi-là, je suis allé voir le nouvel appartement. C'était proche de mon travail. Il y avait une cour verdoyante, un ascenseur propre et un concierge amical. L'appartement d'une chambre était d'une taille décente. La fenêtre donnait sur le parc, la lumière était vive, la brise était fraîche. Je me suis tenu dans le salon, j'ai posé ma main sur mon ventre et j'ai senti mon cœur se dilater légèrement. « Madame, qu'en pensez-vous » a demandé l'agent. J'ai souri faiblement à quelque chose d'inhabituel pour moi. J'aime cet endroit. C'est calme. Paisible. Ce mot avait plus de valeur pour moi maintenant que n'importe quoi d'autre. Je n'avais pas besoin de luxe, je n'avais pas besoin d'un grand espace, juste d'un endroit libéré du poids du passé. J'ai signé la réservation le jour même. Quand j'ai tenu le contrat provisoire dans ma main, j'ai eu l'impression de faire le premier pas après une grande tempête, doux mais ferme, léger mais déterminé. Sur le chemin du retour, j'ai envoyé un SMS à Laetitia. J'ai trouvé un appartement. S'il te plaît, envoie-moi les documents ce soir. Quand je suis arrivé à l'ancien appartement, j'ai pris une profonde inspiration avant d'ouvrir la porte. Je suis entré et j'ai vu Adriane assis par terre devant la petite boîte en bois que je lui avais offerte pour notre premier anniversaire. À l'intérieur se trouvaient les photos que nous avions prises, de notre cours à nos courtes vacances. Il tenait une photo, tremblant. Quand il m'a vu, il a posé la photo et s'est levé. « Tu es allé voir l'appartement » J'ai hoché la tête. « Oui, c'est bien » a-t-il dit doucement. Sa voix était étranglée. « Tant que c'est un endroit sûr pour toi et le bébé. » Pendant un instant, j'ai vu quelque chose se briser dans ses yeux, mais je ne me suis pas permis de céder à la pitié parce que la pitié était la faiblesse la plus dangereuse en ce moment. J'ai pris mon souffle. « Adriane, je t'enverrai les documents ce soir. Tu les examines et tu les signes si tu es d'accord. » Il a ri le rire le plus triste que j'ai jamais entendu. « Nuria, je n'aurais jamais pensé que tu dirais ces mots. » Je l'ai regardé et j'ai dit lentement, je ne pensais pas non plus que j'aurais à les dire, mais la vie ne tourne pas toujours comme on l'espère. Il s'est agrippé au bord de la table, les yeux rouges.
Oui, si je change, si j'essaie de réparer, me donnerais-tu une autre chance? Je l'ai regardé très intensément. Puis j'ai secoué la tête. Adrian, ce n'est pas que je ne veuille pas te pardonner, c'est que je ne peux pas continuer à vivre avec quelqu'un en qui je n'ai pas confiance. Les larmes sont vraiment tombées sans cri, sans scandale, juste des gouttes silencieuses tombant au sol. Pendant 3 ans, c'est moi qui ai pleuré 100 fois plus que lui. Mais aujourd'hui ces larmes ne m'ont pas ému, elles m'ont seulement fatigué. Je suis allé dans la chambre, j'ai ouvert la petite valise et j'ai commencé à plier quelques vêtements non pas pour partir maintenant, mais pour me préparer mentalement. Quand j'ai fermé la valise, je l'ai entendu dire derrière moi, « Nuria, tu vas me manquer ». J'ai pris une profonde inspiration. La tristesse de cette phrase ne m'a pas affaibli, elle m'a seulement fait comprendre une chose de plus, parfois les gens n'apprécient ce qu'ils ont que lorsqu'ils le perdent. Je me suis retourné et je l'ai regardé une dernière fois ce jour-là. Prends soin de toi. Une fois que nous aurons terminé les formalités, nous discuterons de la garde de l'enfant. Le bébé a besoin de ses 2 parents, mais n'a pas besoin d'une fausse famille. Il a hoché la tête, les yeux humides. Nuria, merci de m'avoir aimé, vraiment. J'ai souri doucement, un sourire calme mais distant. Je t'ai aimé, mais à partir de maintenant, j'aimerai mon fils plus que tout. Puis je suis retourné dans la chambre, j'ai fermé la porte et j'ai posé ma main sur mon ventre. Chérie, nous sommes arrivés au bout de ce chemin. Un nouveau départ nous attend. J'ai ouvert le carnet. J'ai écrit la dernière ligne du plan, terminer le divorce, commencer une nouvelle vie en paix, et ne pas regarder en arrière.